Mortal Kombat! I am Iron Man. Bonjour et bienvenue au podcast de Premier Vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon you. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. There will be blood. Bonne écoute. Consider that a divorce. Bienvenue à Outworld. Aujourd'hui, nous parlons de Mortal Kombat, sorti en 2021 et réalisé par Simon McCoy, avec Lewis Tan, Jessica McNamee, Joss Lawson, Joe Taslim, Makad Brooks, Tadanobu Asano et Hiroyuki Sanada. Je suis Mathieu et n'oubliez pas mon visage. Ou ma voix là, en tout cas. Alors, bienvenue là, dans la rétrospective des films dans l'univers de Mortal Kombat, jeu vidéo là, qui date de, je pense, de 1992, qui a été après ça apporté en film là, en 1995. Puis après ça, il y a une suite en 1997. Et on a fait un film l'année passée aussi là, qui était un film animé, Mortal Kombat Scorpion's Revenge. Et là on est rendu au 4e film. Dans le fond, cette rétrospective là que j'ai commencé il y a environ 2 ans, que je pensais pas vraiment avoir de suite. J'avais juste fait les 2 films là, juste pour le plaisir. Pendant que j'étais en train de faire les films de X-Men, vraiment là, il y a 2 ans, en 2019, puis j'ai juste fait c'est comme des genres de bonus, quelque chose de même. Là, on parlait de juste cette rétrospective-là fermée. Puis là, c'est ça, depuis ce temps-là, on a rajouté, on rajoute le 2e film aujourd'hui. Qu'on est rendu à 4 films là, dans cette rétrospective-là. Vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com où vous allez voir où vous pouvez trouver dans le fond les 3 autres films là, de cette rétrospective-là qui étaient étalés là, sur 2 ans, comme je viens de dire. Le but de se rendre à premiervisionnement.com, c'est pour tout juste placer et organiser tous les podcasts que j'ai faits, parce que justement quand on regarde le début de cette rétrospective-là, c'est pas les dernières semaines, ça fait 2 ans, fait qu'ils sont un peu perdus dans le feed. Fait que en allant sur premiervisionnement.com, vous pouvez tout exactement voir qu'est-ce qui a été couvert au travers là, des pas loin de 3 ans du podcast. Mais bien entendu, ça ne vous empêche pas de vous souscrire là, sur Spotify, sur Podbean, sur Google Podcast. Ou en tout cas, peu importe le distributeur de podcasts que vous utilisez pour écouter vos podcasts, ça ne vous empêche pas d'utiliser ça, mais en même temps, quand vous vous rendez sur premiervisionnement.com, vous pouvez vraiment tout voir un peu tout ce qui est organisé, puis c'est pas mal plus facile de voir qu'est-ce qui a été couvert là, au courant des années. Alors, le film d'aujourd'hui, à sa création, si on retourne, on va retourner dans le temps, puis on va aller à la fin là, du film de Mortal Kombat 2, là, l'anéantissement. Ce film-là devait initialement avoir une suite. Je sais pas exactement là, comment il allait voir la suite là, à la fin, à partir de la fin du 2e film, là, mais de toute façon, ce film-là a été très mal reçu. Mais c'est voir ce que j'ai à dire là, sur le film, puis en écoutant le podcast là, respectif. C'est ça, ce film-là devait avoir une suite. Puis finalement, c'est ça, finalement, on l'a annulé. C'est juste à peu près une dizaine d'années plus tard où on a eu une série sur YouTube qu'on a une mini-série. On avait un réalisateur là, que lui, il voulait faire revivre là, l'univers de Mortal Kombat au grand écran. Il avait fait un petit film de genre 8 minutes. Ça se trouve là, facilement sur YouTube. Puis c'était juste comme une introduction puis pour donner un ton. Puis finalement, cette idée-là est devenue une série que j'ai couvert là, brièvement là, au travers des podcasts. C'est quand même une bonne petite série quand même. Là, en tout cas pour la première saison. La 2e saison, on avait essayé de commencer vraiment une histoire. Puis finalement, ça tombe à plat parce qu'on n'a pas eu 3e saison. Ça finit vraiment avec un cliffhanger. Mais si vous pouvez écouter la première saison, c'est merveilleux. Là, c'est vraiment comme toutes des origines pour plusieurs personnages. C'est quelque chose qui est vraiment le fun à écouter.
Puis en même temps, ben, c'est quand même un peu un ton qui est vraiment quelque chose à part là, des deux films qu'on avait eu à l'époque. En tout cas, fait que avec cette idée-là, ben, ça l'a donné cette série-là. Initialement, là, le réalisateur de ça, là, Kevin Tachoran, lui, il a été signé pour faire un film de Mortal Kombat, mais finalement, il y a eu des délais, puis finalement, lui, il a quitté le projet, là, c'était comme trop long, tout ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Mais on a pu voir qu'avec juste le concept de Mortal Kombat, ben, on a vu qu'on était encore capable, puis il y avait encore une demande pour la franchise, fait que on n'allait pas laisser tomber le projet. Fait que on a James Wan que lui maintenant reconnu là, pour la série là, des décadences là, que j'ai couvert l'année dernière, puis aussi la conjuration, tout ça, du coup, lui, il va agir comme producteur, c'est lui qui va avoir ramassé le projet dans le fond, puis il permettre de prendre l'avant ou d'aller de l'avant. En fait, de thématiques ou d'idées dans le film, on va parler pas mal là, d'héritage, dans le fond. C'est pas mal tout ça là, qui est tout le temps là, l'héritage de Cole, qui est son ancêtre qui est Hanzo. Ou bien connu sous le nom de Scorpion. On a comme l'héritage de qu'est-ce qui s'est passé avant. On a un héritage de Kung Lao, que lui c'est un descendant. Il y a beaucoup de genre tout le temps de la similitude dans ces idées-là. Même là, on peut même étirer là, l'idée, se dire l'héritage de notre personne ou de la personne, peu importe, qu'est-ce qu'ils sont à leur base ou comme on a Kano, quelque part, il faut qu'il trouve sa base ou qu'il se fâche, puis vraiment, il va réussir à sortir son arcana, là, comme qu'on va parler là, beaucoup là, vers la moitié du film. On doit comme trouver notre profondeur pour pouvoir être à notre maximum, quelque chose de même. Là. Fait que c'est pas mal le genre de thématique là, qui va vraiment couvrir là, tout le film là, en général. Là. Alors, le film ouvre il y a bien des milliers d'années. On va avoir l'introduction là, du personnage de Hanzo et sa famille. Cette scène-là va être quand même assez importante pour tout le film. Dans le fond, c'est juste... en fait, l'histoire, c'est sûr que ça va nous donner un peu les bases pour le personnage de Cole. Mais en même temps, c'est le plus important, je pense. C'est vraiment de placer le ton du film. Puis, tu sais, vraiment contrasté avec les deux autres films qu'on a eu. Je mets toujours à part là, le film que j'ai couvert là, de Scorpion's Revenge de l'année passée. Lui, je le mets à part. Là, je parle tout le temps là, que je vais parler des deux autres films, mais je parle toujours là, des films de 95 et 97 respectivement. Fait que ces deux films-là, dans le fond, c'est ça, on veut un peu créer un ton différent. Tu sais, c'est pas quelque chose de mal, mais quelque chose de même, mais on veut quand même juste se distancer là, du ton qu'on avait. Puis en même temps, on veut montrer que notre film d'aujourd'hui n'a pas peur de mettre la violence à l'écran. C'est quelque chose qui avait été reproché beaucoup avec les deux premiers films, qu'à quelque part c'était un peu trop accessible à tout le monde peut-être. Mais quand les films de les jeux de Mortal Kombat sont accessibles, tout le monde peut jouer à ces jeux-là techniquement, mais ils ont une cote là, de gens plus âgés, puis pas juste les enfants, là, fait que on veut montrer là, puis qu'on a assez d'aller chercher là, cette ambiance-là, puis qu'on puisse être plus en symbiose avec l'univers des jeux. Fait que c'est quelque chose qui est très important, je pense, pour montrer. Je sais pas à quelque part si on va pas avoir juste du sang pour rien qui va apparaître à l'écran, mais en tout cas, c'est quand on joue les jeux, il y a vraiment des fois du sang pour rien. Là, fait que c'est correct en fait d'esthétique là, de partir là-dessus, puis juste nous dire carrément en pleine face, on essaie de pas mettre de barrière, puis on y va à plein fond pour l'histoire. Même on va tuer la famille à Hanzo, qui va être dans le fond l'origine là, du personnage de Scorpion. Ça a toujours été ça.
On est allé un petit peu plus en profondeur quand on a écouté là, le film animé là, de l'année passée. Ben, c'était juste comme un peu une autre version, mais c'est très similaire. Malheureusement, en me préparant là, pour le podcast, j'aurais aimé ça, pouvoir réécouter le film de l'année passée, mais j'ai pas réussi à l'écouter. Mais j'ai quand même réécouté le film là, de 95. Je me suis dit, je vais essayer d'écouter 95, le film de l'année passée, puis après ça, embarquer là, dans le nouveau film. Parce que ce que je me dis en même temps, pourquoi que je saute le Mortal Kombat l'anéantissement, ben parce que à quelque part, je pense que je ne veux plus vraiment réécouter le film de Mortal Kombat l'anéantissement, mais en tout cas. Je rentre déjà dans le film avec des espérances que ça va être mieux que Mortal Kombat 2, l'anéantissement. Fait que je dirais que déjà avec l'introduction du film, on a déjà fait ce qui est meilleur que tout ce qui est dans Mortal Kombat, l'anéantissement. Puis à partir de là, ben, c'est à savoir si ça va garder le cap ou ça va juste stagner quelque part. Hein. Il y a des choses que j'ai à dire, par contre, même si l'introduction est très forte, honnêtement, je pense que c'est au total, là, peu importe ce que je vais avoir à dire à la fin. L'introduction, je pense que ça va être le meilleur bout du film. C'est juste comme un peu plate qu'on part sur une bonne base de même. Ben, c'est correct comme début. Là, c'est sûr que je suis comme un peu influencé là, par le film de l'année passée, que je savais à quoi m'attendre. Fait que il n'y avait pas de surprise. Mais au moins de le voir à l'écran, tout ça, puis c'est quand même les personnages sont pognants aussi, tout ça. Je veux dire, les interprétations, ils sont solides, fait que ça fait que l'intro est solide. Puis aussi, ce qui est important, c'est que les chorégraphies des combats sont vraiment solides. Si on écoute ce que j'ai à dire sur le film de 1995, c'est que des fois il y a des bons combats, mais sont vraiment courts. Mais là, on a pris notre temps, puis on a fait des combats élaborés, puis il y a de la technique. Puis c'est pas qu'il n'y avait pas de technique dans les autres films, mais on a des gens qui savent se battre, puis ça se voit tout de suite à l'écran. Par contre, on nous place un peu la rivalité avec Bi-Han et Hanzo. Tu sais que dans le fond, c'est les personnages de Scorpion et Sub-Zero, puis juste sans masque. Je trouve juste ça un peu plate d'un côté, que c'est juste. C'est les personnages comme humains ou sans masque. Ça aurait été le fun d'avoir vraiment le Scorpion ou au moins le Sub-Zero avec un masque, tout ça, qu'on ait tout de suite un lien, parce qu'un peu plus tard, on va savoir que Bi-Han, lui, il va devenir le personnage de Sub-Zero, puis il va même renier là, que moi je ne m'appelle plus Bi-Han, je m'appelle Sub-Zero, puis il n'y aura pas de lien avec comme pourquoi il est devenu Sub-Zero, mais on voit qu'en plus là, il est comme un maître de la glace, tout ça, fait que il n'y a pas eu de transformation pour lui plus tard. Puis en même temps, c'est assez évident. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de m'enlever là, la tête du jeu. Parce que quelque part, moi, sur le côté des jeux, j'ai pas joué toutes les 11 jeux. 11, en tout cas, il y a un genre le 8e, là, qui est un peu nébuleux, là, c'est quoi exactement? Mais depuis le jeu de 92 jusqu'au dernier là, Mortal Kombat 11, c'est des jeux que j'ai joués. Je dirais juste par contre que le jeu de Mortal Kombat 11, je l'ai juste acheté là, il y a 2-3 semaines de ça, fait que j'ai pas encore embarqué là, approfondi, je sais pas tout fait la mode histoire, tout ça, là, mais en tout cas, je suis un peu une idée de où est-ce qu'on s'en va, tout ça, mais c'est quand même des jeux que je connais en général, puis mis à part le 8 et le 9 là, que j'ai pas vraiment joué là, juste à garder une coupe d'affaires là, sur YouTube, mais c'est tout. Mais bref, je suis quand même connaisseur là, de l'univers de jeux de Mortal Kombat, pas mal au complet. Puis c'est ça, fait qu'en connaissant pas mal tous les jeux, je vais essayer de m'enlever de la tête quand même ce savoir-là, puis regarder le film comme un film et non avec le savoir des jeux. Puis là, c'est là où ce qu'on va avoir d'essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe avec le début. On a Bi-Han qui vient du clan des Lin Kuei, puis on a Hanzo que lui a son clan des Shirai Ryu. Puis à partir de là, je me dis,
ben, tu sais, pas que j'ai besoin de comprendre que la rivalité entre les deux clans, mais j'aurais aimé ça comme une genre de continuité puis essayer de comprendre exactement où ce que ça, puisque c'est notre introduction au film, ben oui, il va y avoir la suite à la toute fin quand on va avoir le combat contre Sub-Zero, mais en bout de ligne, ben le Shirai Ryu ou le Lin Kuei n'ont absolument rien à faire avec l'histoire d'aujourd'hui, puis je pense que ça aurait été une bonne affaire là, d'avoir un peu un lien avec ça, mais il n'y a aucun lien. Fait que, à part plus peut-être faire un clin d'œil au jeu, ben, on aurait peut-être pu essayer de partir une histoire à partir de là. Je veux dire plus en point de vue de film, parce que ça reste un film quand même. Puis si maintenant on connaît pas les jeux, ben d'un côté, je me demande quasiment pourquoi qu'on écoute le film si on connaît pas les jeux, là. Mais en tout cas, il y a quand même du monde qui vont écouter le film qui connaîtront pas les jeux. Puis quelque part, ben, je trouve que ça fait juste quelque chose qui manque. Puis je pense que c'est quelque chose là, qui est pas une bonne idée à partir de là. Je pense qu'on aurait juste peut-être un peu réécrire les choses, puis peut-être carrément annuler ça ou partir avec justement le principe là, que les Lin Kuei existent là, dans cet univers-là, puis qu'il y ait des liens un peu partout dans l'histoire totale, mais c'est ça, c'est quelque chose là, qui est juste abandonné, puis qui a de l'air plus d'un clin d'œil. Alors, Hanzo va mourir aux mains là, de Bi-Han, puis en tout cas, ben, il sera pas totalement mort, il va être laissé pour mort. Puis c'est ça, on avait vu un peu plus tôt là, qu'il y avait eu un enfant avec sa femme, mais un deuxième enfant. Puis finalement, ben, ça va être Raiden qui va apparaître puis qui va sauver le bébé. Puis on a comme l'idée que peut-être là, ça va être notre personnage principal un peu plus tard, mais on avait su que c'était une fille comme bébé. Fait que la scène suivante où ce qu'on va voir le personnage de Cole Young, puis que il y a un logo, un genre de marque de naissance là, qui est le logo de Mortal Kombat dans le fond, qu'il est né avec. On savait aussi que Hanzo avait la même marque sur lui, fait que on fait le lien assez rapide là, de savoir que il y a peut-être un lien entre les deux personnages. Mais je pense qu'au début, c'est ça, on a fait exprès pour nous dire que le bébé c'est une fille, fait que on se dit bon ben c'est pas le même personnage là, à moins d'un changement de sexe ou quelque chose de même dans la vie de Cole là, mais en tout cas. Si on est un peu allumé, ben, on comprend là, que c'est un descendant ou quelque chose de même, là, plus qu'on a vu que le bébé a survécu. Je sais pas si on aurait peut-être pas dû nous montrer ça tout de suite, puis laisser ça pour le flashback un peu plus tard, juste pour montrer que Raiden apparaît là. On va voir Cole se préparer pour un combat, puis on va voir sa famille. On va faire un peu un parallèle avec le personnage de Hanzo quand même. On va voir sa famille, tout ça. Je veux dire, on voit tout de suite un peu une idée là, que l'histoire se répète. Juste pendant qu'il est dans sa salle là, de casier, là, en tout cas, qui se prépare, je veux pas dire que je suis mieux qu'un autre ou quelque chose de même. En tout cas, tant mieux si vous l'avez vu aussi, mais je trouve qu'à quelque part, c'est un petit peu apparent. Ben, on voit tout de suite le poster de Johnny Cage juste placé à côté de Cole. Je l'ai spoté tout de suite en partant. Ce qui va faire que quand on va voir la révélation à la fin du film, ben je vais être un petit peu pas déçu, quelque chose de même. Puis quand on en retourne dans le temps ou quand j'ai réécouté le film par la suite, là, ben, dans le fond j'ai écouté le film là, 2 fois pour aujourd'hui. Ben, c'est comme toutes des choses que j'avais déjà vues puis j'avais pas besoin là, de le revoir. Mais je trouve quand même ça. Je me suis dit au début, ben ok, c'est juste un clin d'œil, si tu le spots. Puis à la fin, j'ai juste comme trouvé ça un petit peu dommage là, que dans le fond on a voulu le mettre là, en pleine face. Puis je trouve que ça aurait été le fun un peu comme un Easter egg, mais en tout cas. On va apprendre que Cole, dans le fond, il fait juste se battre. Puis dans le fond, il y a peut-être un peu du cœur au ventre ou dans le fond, c'est le bouche-trou de dernière minute parce que, dans le fond, pour se faire casser la gueule, ben, il est prêt à prendre juste $200 pour ça. Puis il est arrivé de dernière minute. Il y a quelqu'un on a un genre de promoteur là, qu'on a un peu son introduction, tout ça. Puis c'est ça qu'on apprend, là, que Cole est là juste pour, dans le fond, remplir le trou là, de quelqu'un qui l'a lâché à la dernière minute. Alors, comme j'ai dit, c'est ça, il y a Cole qui se fait casser la gueule pour 200$ tout simplement. Dans le fond, on est pour comprendre que Cole, il est capable de se battre, tout ça. C'est un genre de UFC, là, puis
son introduction se fait qu'il se fait battre. On peut voir qu'il a du cœur au ventre, tout ça, mais je veux dire, ultimement, il perd le combat. Je sais pas si c'est une bonne idée, à quelque part, de juste montrer notre personnage qui gagne pas. Je sais pas, je pense qu'on aurait pu le montrer qu'il y a quand même un peu de succès, tout ça. Je trouve ça étrange un peu comme choix. Peut-être que justement, le côté vainqueur a été surfait, puis là, on essaie de partir d'un autre sens. On n'est pas en train d'essayer de créer un Rocky, mettons qu'il y a d'autres problèmes, mais c'est ça, je pense que c'est quand même intéressant d'un côté. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est la manière qu'on choisit d'apporter notre personnage, que quelque part il va devoir comme peut-être s'améliorer. On a son entraîneur qui est dans le fond sa fille, qui a dit qu'il aurait dû finalement utiliser un uppercut pour gagner le match, mais dans le fond c'est quelque chose qui va revenir un peu plus tard dans le film, mais je sais pas, un uppercut à quelque part, c'est nono un peu comme idée là. On a le personnage de Jax aussi qu'on va être introduit au travers de la foule, qui va comme se mettre à espionner Cole et sa famille par la suite. Il va les suivre, tout ça. Puis, parce que lui, dans le fond, c'est ça, c'est l'affaire de la marque de naissance, tout ça. Puis on va apprendre que Jax aussi, il y a une marque de naissance également. Puis que Jax, lui, dans le fond, il veut comme trouver tout le monde là, sur la Terre, puis qui ont la marque. Puis lui, c'est ça, il est allié avec Sonya Blade. Je sais pas, à quelque part, c'est quoi le lien. À quelque part, là, c'est-tu un couple, les deux ensemble? Là, c'est pas très clair. Là, je pense que oui, mais c'est un terrain qu'on voudra pas aller. Puis honnêtement, j'apprécie ça, quelque part. Là, on n'a pas besoin de tout le temps avoir des couples un peu partout. Alors, c'est ça, après le combat, la famille Young, qui est la famille à Cole, ils vont aller dans un petit resto du quartier, puis c'est là qu'ils vont être comme attaqués là, par Sub-Zero. Ils vont se sauver par justement Jax qui est en train qui est en train de les espionner, puis finalement, Sub-Zero va continuer là, à les poursuivre. Jax va arriver, puis va dire à Cole, sauve-toi avec ta famille. Mais pourquoi que ils se sont pas mis deux contre Sub-Zero quelque part? Il y a quand même on voit que Sub-Zero est très fort. Puis Jax aussi, il a la marque. Fait que peut-être qu'il aurait pu avoir besoin de l'aide de Cole. C'est quelque chose tout le temps que à chaque fois que j'ai écouté le film, je me suis dit, il est nono quelque part. C'est pas comme si, mettons, Cole est plus important que Jax. Les deux ont la marque, puis les deux sont comme importants parce qu'ils sont choisis pour le tournoi, tout ça. Fait que je sais pas, il aurait dû se battre les deux ensemble. Mais pour les besoins de l'histoire, puis c'est là un peu une contrainte qu'on fait, que on va avoir Jax que dans le fond il va devoir se battre contre Sub-Zero, qui va être un bon combat aussi visuellement. C'est contrairement au début où on avait eu on avait rajouté des éléments de jeu avec Hanzo là, qui avait pris une corde puis qu'il avait mis un bout de lance, tout ça. Ça faisait vraiment là, comme le personnage de Scorpion, puis il s'en servait. C'était quand même assez brutal. Là, c'est dans la même chose, un peu dans la même idée. On a un combat avec Sub-Zero, puis Sub-Zero va se servir là, de sa glace pendant le combat. Puis il va avoir le fusil à Jax qui va jeter sur place, puis va le casser, tout ça. Puis c'est juste visuellement, c'est quand même assez intéressant. On a un petit combat quand même, il est pas trop long, mais juste pour quand même donner l'idée, je trouve que c'est quelque chose là, qui est quand même le fun à écouter. Ultimement, il va finalement réussir à détruire carrément là, les bras à Jax. Ça devait arriver qu'il se fasse détruire ses bras pour finalement avoir des implants plus tard. Honnêtement, le personnage de Jax et ses bras mécaniques, c'est pas quelque chose là, dans les jeux, c'est pas quelque chose là, que je trouve qui est nécessairement là, super intriguant ou quelque chose de même. C'est pas quelque chose que j'ai aimé quand ils ont apporté ça là, dans le jeu de Mortal Kombat 3, parce que dans le fond dans Mortal Kombat 2 il n'y a pas ses bras là, c'est juste dans le Mortal Kombat 3
Je comprends que ça lui donne son identité, puis par la suite, ben, ça a toujours été là, Jax avec les bras de métal, là, mais je sais pas exactement là, pourquoi des fois on peut pas juste l'avoir sans bras, c'est rendu comme un peu sa marque de commerce, là, ça je le comprends. Mais en même temps, Jax n'a jamais vraiment été un de mes personnages préférés. J'ai jamais vraiment embarqué. Là. Je sais pas si c'est une affaire là, d'anti-américain ou quelque chose de même, là, ce que je ne suis pas, là, mais quelque part, je pense qu'il représente un petit peu trop là, le rêve américain ou quelque chose de même. Là. Pourtant, je veux dire, je suis un fan de Johnny Cage pareil, là, en tout cas. C'est un personnage là, que j'ai jamais vraiment embarqué pareil. Là. Même au départ là, dans Mortal Kombat 2, je veux dire, fun à jouer avec des fois, mais il m'a manqué quelque chose. Peut-être que ça lui a donné quelque chose de plus. Il rajoutait ses bras, tout ça. Il était peut-être plus le fun à jouer justement là, dans Mortal Kombat 3, mais quelque part, pourquoi que ce personnage-là est toujours aussi important, je vois pas dans le fond l'attrait. Alors, à la suite de ça, ben, Jax avait donné quand même une adresse pour que Cole se rende. C'est là où on va avoir l'introduction de Sonya Blade. Il va avoir laissé sa famille, genre à sa maison, quelque chose de même, là, un peu plus tôt, puis il va y aller tout seul. On va avoir Sonya Blade qui est maintenant interprétée là, par Jessica McNamee. Je sais pas exactement quoi penser. J'ai un petit peu de la misère avec elle là, tout au long du film. Parce que même, je vais peut-être dire à quelque part, je pense que le problème avec Jax et Sonya Blade qu'on a avec eux autres, c'est pas nécessairement les acteurs. Les acteurs sont quand même corrects là, pour qu'est-ce qu'ils ont à faire. Je dirais que même elle aujourd'hui, ben, est mieux comme actrice là, que Bridget Wilson là, dans le film de 95. Mais ce que peut-être Bridget Wilson avait que Jessica McNamee elle a pas, c'est la présence d'écran. Puis même le personnage qui fait Jax, l'acteur qui fait Jax, tout ça, n'a pas cette présence d'écran-là. C'est quelque chose là, qui va me jouer un petit peu plus beaucoup, là, qui va faire que je vais avoir un petit peu de la misère embarquée là, dans les personnages quand on va nous les présenter. Ou sinon, c'est peut-être juste dû au fait qu'après ça, on va être introduit au personnage de Kano assez rapidement. Puis que lui, dans le fond, je pense qu'il va voler la vedette carrément. C'est vraiment une drôle d'interprétation du personnage de Kano. Normalement, tout ce qu'on sait, là, même quand on joue au jeu, ben, on sait que c'est un personnage là, qui est vraiment mauvais, dans le fond. Puis là, ben, on va comme l'embarquer du côté des bons. Puis ça va être ça pour pas mal, là, genre 2/3 du film. Fait qu'il il va rester dans notre bonne équipe. Puis il va embarquer comme un personnage qu'on se dit, bon, ben, tu sais, il est pas toujours bon, mais à quelque part, c'est un bon personnage au final. Mais en tout cas, on va faire une drôle de tournure avec ce personnage-là. On va en reparler là, dans quelques minutes. Mais honnêtement, je pense que le film va se tenir là, sur le personnage là, de Kano, là, interprété là, par Joss Lawson. Peut-être que c'est juste le fait que c'est notre premier personnage là, qui va nous détendre un peu l'atmosphère, qui va être, il va plus être il va plus nous faire rire. En tout cas, c'est pas des grosses blagues qui nous font rire amplement, mais il va quand même juste un peu alléger l'atmosphère là, qui était quand même assez sérieux là, depuis le début. Notre trio de personnages vont être attaqué là, par le personnage de Reptile, que dans le fond ça va être Kano qui va prendre le dessus, qui va vraiment dans le fond c'est lui qui va réussir à tuer le personnage de Reptile, puis il va y arracher le cœur. Dans le fond, c'est un clin d'œil au premier jeu parce que c'était dans le fond son fatality. C'est aussi dans ces scènes-là que on avait eu le personnage de Reptile là, dans le film de 95. Puis là, ben, on voit que l'animation a s'est grandement améliorée là, au travers là, des années. Ben, c'est sûr que ça fait au-dessus de 25 ans du film de 95. Fait que la technologie a changé beaucoup. Ça donnait un certain charme au film là, de 95. Puis un genre d'ambiance, tout ça. Puis j'enlève rien au film de 95 sur ce point-là. C'était juste comme son esthétique qu'on avait choisi, c'est correct parce que il essayait pas d'être la créature qu'on a là, dans le film d'aujourd'hui. S'il aurait essayé d'être ce qu'on a aujourd'hui, ça aurait été autre chose, mais c'est ça, c'est quelque chose carrément totalement à part. Puis c'est ça qu'on peut voir que le Reptile, dans le fond, l'animation est quand même assez réussie.
Puis ça va aller pour pas mal tout le film. Le côté esthétique ou le rendu visuel du film d'aujourd'hui, j'aurais jamais quelque chose à dire. Je trouve qu'on a bien travaillé là, pour pas avoir là, de plan qui jure, puis on l'a travaillé. C'est un film que dans le fond, il était un petit peu reporté. Là, il a été filmé là, en septembre 2019, puis ça fait au-dessus d'un an et demi. Fait que avec le coronavirus, tout ça, ben, je pense qu'on a eu le temps là, de s'asseoir puis ajuster des choses, puis ça voit quand même là, que le travail là, a été bien fait. Alors, elle, Sonia, c'est ça, elle nous a comme tout montré, là, dans le fond, c'est quoi le tournoi de Mortal Kombat, puis tout le monde là, qui ont le logo du dragon, ben, c'est des personnes qui sont choisies. Sonia, elle n'a pas son logo, fait qu'elle, ça la met à part. Tout le monde qui ont les logos les reçoivent après avoir battu quelqu'un ou même les tuer. C'est là où comme le logo se transfère sur eux. Mais ça va juste être le personnage de Cole qui va être héréditaire, que lui, dans le fond, ben c'est ça, ça vient là, de sa lignée là, de Hanzo. Dans les choses que Sonia a montrées, ben, elle va être à la recherche là, du temple de Raiden. Puis, dans le fond, Kano, il a cette information-là, il sait où ce que c'est. Fait que c'est lui qui va nous emmener là, dans le désert, qu'on va avoir nos trois personnages. On va prendre un avion. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui aussi, pendant qu'il prend l'avion, ben, tu sais, il parle avec le copilote. C'est un vieil ami, ben, une vieille amie. Puis, tu sais, on voit quand même qu'il est pas si méchant que ça, Kano. Je trouve ça quand même, surtout la première fois, c'est sûr que je savais pas exactement comment que le film allait aller. Je me disais, ben, tu sais, on prend les noms de personnages, mais, tu sais, c'est juste ça, dans le fond, c'est pas exactement là, les personnages en soi, là, c'est juste des titres ou des noms qu'ils ont, mais c'est pas les personnages. Puis, même que je l'ai réécouté, le film, ben, je me dis, à quelque part, tu sais, il est pas si méchant que ça, ce personnage-là. Même si, en fait, là, de description qu'on lui donne, là, il y a encore là, son Black Dragon Clan, tout ça, qu'on peut savoir par les jeux là, que c'est lui, dans le fond, là, le chef de cette organisation-là, puis que c'est vraiment là, des bandits puissants, là, criminels, mais on n'a pas cette idée-là avec l'interprétation qu'on a. Ça jure avec tout ça, fait que ça tournera plus tard, là, en tout cas, j'arrête pas là, d'en faire référence. Là. Il restera plus grand chose à dire que je vais en arriver, mais ça va jurer quelque part. On n'a pas l'idée que ce personnage-là va pouvoir tourner. Même nos personnages vont être parachutés dans le désert, tout ça, puis ils vont marcher, puis on va avoir un petit combat là, entre Sonia et Kano rapide, puis on va voir que Sonia est capable là, de battre Kano. Sonia, elle va pas tuer Kano, parce que dans le fond, elle pourrait avoir le logo qui transfère à elle. Elle va choisir là, quand même de le garder en vie. Puis, tu sais, dans le fond, ça sert à nous montrer qu'il y a un conflit avec Kano, mais ça traverse pas à l'écran. C'est juste ça que je trouve un peu dommage. Ça aurait été le fun qu'il y ait vraiment là, quelque chose qui est conséquent à ça, ou quelque chose de même. On a plus quasiment l'impression que ces deux personnages-là pourraient tomber en amour. Je veux dire, dans un genre d'histoire tordue un petit peu, là, mais ça a l'air plus de ça. Là. Ou peut-être que je me trompe de Sonia, puis je mêle avec Sonia Larousse là, du film là, de genre 1986 avec Arnold Schwarzenegger, là, mais en tout cas, on en revient au film. C'est là qu'on va avoir notre introduction là, du personnage de Liu Kang. Je vais dire quelque chose tout de suite en partant. Je suis vraiment pas convaincu de ce Liu Kang-là. Il manque là, encore une fois de présence d'écran. Je trouve que on aurait dû prendre quelqu'un peut-être qui avait plus là, de carrure ou quelque chose en même. C'est le personnage qui est supposé de gagner le tournoi de Mortal Kombat, puis honnêtement, j'ai pas l'impression du tout. Il a de l'air fragile comme tout. J'ai rien contre l'acteur, là, mais on aurait dû prendre un acteur qui est plus planté. C'est sûr que ça va être un peu le but de l'histoire quand on va voir le personnage de Kung Lao qui va arriver. C'est comme son grand frère
faire Kung Lao, là, ben, c'est son cousin, quelque chose de même, là, mais c'est un peu ça l'idée que dans le fond, on se dit que Kung Lao est pas mal plus puissant que Liu Kang, puis une fois qu'on va tuer Kung Lao, ben ça va être un peu le dilemme là, à Liu Kang, il va être un peu là, débalancé, tout ça, mais j'ai comme jamais là, l'impression que ce Liu Kang-là est un gagnant. Encore une fois, c'est rien contre lui, mais c'est juste dans la présence d'écran. Il n'y en a pas. Pas que Robin Shou était meilleur, mais à quelque part, il paraissait mieux à l'écran que le Liu Kang qu'on a aujourd'hui. Alors, Liu Kang va les amener au temple de Raiden, que c'est un temple souterrain. On voit que c'est pas gros, à quelque part. C'est probablement vraiment juste un set là, qui a été construit, tout ça. Puis, l'endroit de tournage était quand même assez restreint. On a genre juste un corridor, puis on a un genre d'arène, puis c'est pas mal ça là, qui fait le temple. On va revoir la réintroduction du personnage de Raiden, puis c'est comme si Raiden, la manière que c'est filmé, c'est comme si c'est la première fois qu'on le voit, puis on a eu genre la même introduction quand on l'a vu au départ. Pour ça, en même temps, je me dis, on aurait dû la couper là, la première fois, puis ça aurait eu plus là, d'impact quand on le voit là, au milieu du film. Et ça va être quand même assez étrange là, de l'interprétation là, qu'on va avoir de Raiden. Au début du film, il y avait de l'air là, d'un personnage là, qui était quand même assez gentil, tout ça, qui me rappelait un peu la manière là, qui était interprétée là, par Christopher Lambert, pas qu'il était tout le temps gentil ou quelque chose de même, là, mais on voyait un peu une délicatesse. Puis là, la manière qu'on la revoit à cet endroit-là, il est comme un petit peu... il se fout totalement là, des personnages. Là, il n'a pas de l'air vraiment impressionné de l'armée qu'il a. Il arrive à Liu Kang, il dit ouais mais c'est juste ça que t'as, puis c'est des pas bons là. C'est-tu un peu sa ruse pour que ces personnages-là trouvent leur arcana? C'est ça qu'on va nous dire. Là. Dans le fond, ça remplace un peu, puis ça me fait beaucoup penser là, à Mortal Kombat 2, l'anéantissement, puis ça, c'est pas une bonne chose, mais ça me rappelle là, les fameux animality qu'il y avait là, dans ce film-là, que les personnages devaient aller trouver leur animalité. Là, dans ce film-là, on doit trouver leur arcana. Fait que, en tout cas, on a juste comme quasiment changé le titre. C'est sûr qu'ils ne deviendront pas des animaux. C'est juste dans le fond pour trouver leur pouvoir, qui vont faire qu'ils sont des combattants, comme quasiment justifier le fait qu'il y a des rayons qui sortent des bras de Sonya Blade, là, puis que Kano il est capable de lancer un laser de ses yeux, puis des affaires de même. C'est comme un peu pour justifier leur pouvoir. Puis je trouve ça quand même intéressant comme idée qu'ils ont ça, puis c'est vrai aussi Liu Kang qui va jouer avec du feu, tout ça. Là, fait que c'est juste pour pouvoir justifier leur pouvoir, c'est quand même une belle manière d'apporter ça. Puis ça contraste quand même où ce que, mettons, on regarde le film de 95, désolé, je fais beaucoup de comparaisons, mais à quelque part, ce film-là essaie de ne pas être le film de 95, puis il part dans une autre direction. C'est pour ça que je fais quand même assez beaucoup de comparaisons. Mais c'est ça, dans le film de 95, nos humains étaient des humains, puis les personnes là, qui venaient là, de Outworld, il y avait des pouvoirs qui n'étaient pas humains, tout ça. Fait que là, c'est quand on joue au jeu, c'est ça, on se dit, Liu Kang lance du feu, tout ça, puis pourquoi tout ça. Fait que à partir de là, c'est ça. On nous a trouvé une raison, puis j'embarque avec cette idée-là. Un peu plus tôt dans le film, en parallèle, on avait eu l'introduction là, de Shang Tsung, interprété par Chin Han. Dans le fond, si on se retourne puis on compare un peu là, les deux Shang Tsung, honnêtement, je trouve que on a comme essayé de reprendre le même personnage, puis vraiment juste comme essayer de le calquer. Il n'y aura pas vraiment de différence avec le choix de costume, tout ça. L'apparence va être beaucoup similaire au film de 95. Il y a eu beaucoup de manières qui est interprétée là, dans les jeux. Puis je pense qu'on aurait dû essayer là, de se distancer du Shang Tsung. Puis à quelque part, j'ai toujours l'impression là, qu'on essaie
essaye là, de refaire exactement ce qu'on avait vu là, dans le film de 95. Puis, tu sais, essayer de juste pas débalancer là, le spectateur. C'est ça que je vais me dire à chaque fois que je vais voir Shang Tsung. Puis, ça va me déranger là, à chaque fois. Pas que l'acteur fait une mauvaise job du personnage, là, il est quasiment pas là, important là, dans le film. C'est juste comme le machin que on va ultimement avoir un combat contre. Probablement, si ce film-là a une suite, ben ça va probablement être là, le méchant principal du deuxième film. Mais c'est ça, il me laisse là, ni chaud ni froid rendu là. Mais c'est ça. On aurait pu trouver juste quelque chose pour le distinguer. C'est plus ça que je vais arriver à penser. Fait que le Shang Tsung de ce film-là, lui, il va nous arriver puis il va nous parler là, que dans le fond, il y a eu les 9 victoires là, dans Mortal Kombat. Puis chaque victoire a été faite déloyalement. Dans le fond, c'est probablement la même ruse là, qu'ils prennent pour ce tournoi-là. C'est qu'ils essayent de tuer les combattants avant que le tournoi ait lieu. Puis que quand ils arrivent au tournoi, ben soit il n'y a pas de tournoi ou que les meilleurs combattants ont été tués avant le combat. Fait que c'est quelque chose là, que Shang Tsung va arriver, là, puis il va arriver, on va avoir vu son armée là, un peu partout. On va voir le personnage de Milena que en bout de ligne est juste là parce que on doit y placer un nom à un personnage. Ça aurait pu être carrément n'importe qui d'autre. Il n'y a vraiment aucune conséquence au personnage. Milena étant un genre de clone, si je me rappelle bien, du personnage de Kitana, qu'elle est la reine ou la fille adoptive là, de Shao Kahn, que lui est l'empereur de Outworld. Mais c'est ça, je veux dire, peu importe qui c'est, ben Milena d'aujourd'hui, ben elle sert absolument à rien là, il n'y a aucune à part juste y placer son nom, est non conséquente à l'histoire. Je trouve encore une fois, ben c'est une erreur quelque part. Ça aurait été le fun que tant qu'à porter le personnage, bien qu'elle soit juste pas utilisée de même. Et c'est pas parce que je suis fan du personnage, quelque chose de même, là, c'est juste que ça aurait pu être carrément n'importe quoi. Il y a le personnage de Rain qui avait été écrit à un certain stade là, dans le scénario, puis finalement il a été coupé parce qu'on trouvait qu'on rendait pas justice au personnage. Ben honnêtement, je pense pas qu'on rend plus justice au personnage de Milena avec le film d'aujourd'hui. Alors, Shang Tsung et sa troupe se pointent au temple de Raiden. Puis Raiden va devoir faire une genre de barrière pour empêcher Shang Tsung et son équipe là, d'interférer. Parce que là, c'est ça qu'on a appris aussi, que Liu Kang et Kung Lao vont entraîner nos personnages pour qu'ils soient à la hauteur là, dans le tournoi. Mais tu sais, quelque part, si mettons, dans toute leur vie, ils sont pas à la hauteur du tournoi, c'est pas en quelques semaines qu'ils vont devenir là, des maîtres dans l'art. Tu sais, on l'a appris là, dans la discussion avec Liu Kang qu'il y aura même pas un mois qui va s'écouler le temps qu'on se rende au tournoi. Fait que tu sais, tu peux pas devenir là, un maître d'arts martiaux là, en si peu de temps. Là. Alors, c'est là qu'on a comme un peu un montage là, d'entraînement. On va avoir Cole qui va se faire entraîner là, par Kung Lao. Puis on a Liu Kang qui va se faire entraîner par Kano. On a une petite scène humoristique où on a Liu Kang qui va faire une jambette à Kano. Il va faire un attentat, 2 attentats, puis finalement Kano va dire c'est la seule affaire que tu es capable de faire, puis finalement Liu Kang va réussir là, à faire une jambette. Encore une fois, c'est ça, le personnage de Kano est là juste pour alléger le ton. Sonya, elle sert pas à grand chose. On a eu on sait que le personnage de Jax a été retrouvé suite à son altercation avec Sub-Zero un peu plus tôt. Dans le fond, il avait été laissé pour mort. Puis, je veux dire, la manière qu'il tombe là, d'un genre de 2e étage là, dans l'édifice abandonné pourrait comme présager qu'il était mort, mais finalement, ça a l'air que Liu Kang l'a retrouvé par la suite. Dans le
fond, Liu Kang faisait la même affaire que Sonya et Jax. Il parcourait le monde pour trouver là, les personnes avec le logo. Puis c'est ça, fait qu'il l'a ramené au temple. Puis Sonya, dans le fond, elle va s'occuper de Jax comme un peu la motivation, tout ça. Là, fait que c'est à ça qu'elle va servir techniquement, là, mais on sait que naturellement, si on a vu le film de 95 ou même sa mauvaise suite, ou même par les jeux, ben, on sait que c'est une combattante, puis juste par scénario, on sait bien qu'éventuellement, elle va se pogner un logo d'une telle manière, puis elle va être une combattante. C'est dans ces scènes-là aussi que, dans le fond, on va comprendre un peu, là, ben, le but là, des entraînements, c'est qu'ils trouvent leur arcana. Puis c'est ça, dans le fond, on va travailler sur le personnage de Kano. Dans le fond, on va juste un peu le pousser à bout. Puis c'est en étant à bout, ben, c'est là qu'il va trouver son arcana. Fait que c'est ça le but, dans le fond. Les gens doivent être à bout pour trouver leur arcana. C'est un petit peu nono comme idée, là, rendu là. Mais c'est ça, c'est comme il faut qu'il soit au bout du désespoir ou quelque chose de même. Ben, dans le cas de Kano, c'est comme il était super fâché, puis là, ben, il trouve son arcana. Mais là, on va faire un peu la même affaire avec Cole. C'est juste, il va avoir un genre de test d'endurance, puis on va le frapper, puis finalement, ben, il va être rendu à terre, puis il trouvera pas plus son arcana. Fait que, dans le fond, on va être quasiment montré là, le chemin de la porte. Cole va retourner chez lui. Puis honnêtement, je trouve que ça vient comme de nulle part. Quelque part, je pense que on aurait dû montrer un peu qu'il y avait un peu de misère, tout ça. Il était un peu perdu là, dans toute la foulée là, des personnages. C'est peut-être ça un peu le problème. Pendant ce temps-là, ben, on a Shang Tsung qui a trouvé là, d'autres personnes là, à combattre à ses côtés. On a le personnage de Rico. On a Cabal aussi qui va arriver. Puis Nitara et Goro. Encore une fois, ben, Rico et Cabal, là, ben, Cabal, lui, c'est ça, on sait là, qu'il est lié d'un côté avec Kano, mais Rico, ça aurait pu être n'importe qui, carrément. Là. C'est pas un personnage que je déteste. Là. Je pense que son introduction était dans Mortal Kombat 4, puis c'est un personnage là, que je me suis battu beaucoup avec. C'est un personnage, je pense que c'est mon personnage préféré là, dans Mortal Kombat 4. Il a été un petit peu modifié un peu par la suite, tout ça. Puis, en tout cas, c'est un personnage qui aurait pu être n'importe qui. Là. C'est juste ça que je trouve un petit peu dommage, quelque part. Mais, on va essayer là, d'embarquer du monde, puis on se trouve des raisons pour les amener aussi. Puis, on peut pas tout le temps avoir la grosse histoire qui les suive. On va envoyer le personnage là, de Cabal comme pour avoir un petit tête-à-tête avec Kano. Puis c'est ce petit tête-à-tête-là qui va faire que Kano va juste carrément se retourner là, contre nos héros, si on veut. C'est comme, sur papier, c'est ce que je dis depuis tantôt. C'est sur papier, on sait que ce personnage-là, il peut les trahir, tout ça. Puis c'est correct, on nous a montré un peu on nous l'a présagé tout ça, puis même si on connaît le jeu, ben on sait que c'est un personnage qui est mauvais, comme j'ai dit. Mais je sais pas, la tournure de la chose, je pense qu'il aurait fallu montrer que il y avait vraiment un conflit contre les autres. Je comprends que l'argent va l'acheter, là, c'est ça ultimement là, que Cabal va arriver là, avec. Mais j'ai pas l'impression qu'au pire, oui, il va avoir vendu son âme, mais j'ai pas l'impression là, que c'est une mauvaise personne. C'est ça un peu que je trouve plate avec le Kano d'aujourd'hui. Bien qu'il est bien interprété, puis j'aime bien le voir à l'écran. Il est mal écrit. Comme plus tôt, là, où on avait eu la scène où il avait trouvé son arcana, tout ça, c'était comme un peu une idée qu'on montrait qu'il s'était fâché contre les autres, mais c'est ça, cette scène-là, elle termine, que finalement, c'est bénéfique pour Kano parce qu'il a trouvé son arcana. À quelque part, le conflit a comme été résolu, puis j'ai pas l'impression que c'était un conflit qui allait durer à la suite de ça. Je pense que dans le fond, c'est une scène quasiment que Kung Lao a forcé Kano à se fâcher pour trouver son arcana. C'est pour ça, fait que quelque part qu'il tourne contre les personnages, je trouve que on a juste comme un peu mal rendu l'idée là, ultimement.
Ça, c'est-tu la faute du réalisateur ou les écrivains du film? T'sais, dans le fond, il y a deux écrivains pour le film. Il y en a un que c'est son premier film qui apparaît. Là. C'est pas le premier film qu'il écrit, mais il y a déjà écrit là, d'autres films là, qui vont probablement apparaître là, un peu plus tard dans le futur. Ça, c'est pour Greg Russo, en même temps, j'ai dû regarder là, parce que je pensais que c'était un des frères Russo là, qui écrivait pour Marvel, là, mais non, c'est pas ça. Là. C'est juste c'est le premier film là, qui est rendu à l'écran de cet écrivain-là. Puis on a l'autre, Dave Callahan, que lui, j'ai déjà parlé là, avec mon ami Christophe Lassens là, du podcast Fantastica Radio Web. On a parlé là, du film là, de Godzilla 2014, fait que lui, c'était un écrivain là, sur ce film-là. Mais tu sais, il a ses problèmes aussi, justement, ce film-là. Fait que c'est la faute à qui dans le scénario? Je sais pas exactement, là, mais en tout cas, on peut peut-être pardonner des cas, mais à quelque part, on peut arriver et dire, OK, c'est un pointé du doigt, tout ça, mais le problème est que le rendu fini ne marche pas avec Kano, puis c'est ça que je trouve dommage. Alors, une fois la barrière détruite là, par Kano, ben, on se ramasse avec un Shao Kahn là, qui rentre là, dans le temple, puis toute son armée là, se met à se battre avec les combattants qui restent. Il y a Goro, par contre, qui est parti chez Cole pour attaquer sa famille et Cole. Puis dans ce combat-là, ben, c'est là où finalement Cole, une fois que sa famille va être en danger, ben, qui va trouver son arcana, puis il va tuer Goro. Le rendu informatique là, de Goro est quand même assez impressionnant. Je veux dire, dans le film de 95, c'était un costume, puis j'aimais quand même le rendu qu'on avait eu, mais on était très limité là, de la manière, là, parce que je veux dire, il était très grand, puis pour essayer de faire combattre, là, ben, c'était plus compliqué. Là, c'est clair qu'il est animé, mais le rendu informatique là, est super beau. Là. J'embarque quand même là, avec ce Goro-là. Puis c'est le fun quand même dans le temps qu'on vit. Les rendus informatiques, on a quand même un film, là, ben, il y a quand même un bon budget là, d'environ 50 millions. Il y a quand même beaucoup d'argent là, qui a été mis, mais c'est relativement là, un film là, à moyen budget, dans le fond. Puis on a un beau rendu là, à la suite. Puis les combats là, avec tous les personnages là, qu'on a rendus à l'informatique ben, sont crédibles. Fait que, en ayant trouvé là, son arcana, ben il va tuer Goro. Puis il va lui couper la tête, il va le couper partout, tout ça, ça va être assez dégueulasse, mais c'est ça un peu le Mortal Kombat, c'est juste de mettre des manières là, de tuer le rival, puis d'une manière là, le plus écœurant possible. Puis c'est ça, avec tuer Goro de même, ben je trouve ça quand même le fun puis récompensant là-dedans. On a Rico qui va se battre contre Jax, puis Jax va se faire ramasser. Même chose pas mal pour Milena et Sonya. On va avoir Kung Lao qui va se battre contre Nitara, puis il va utiliser, je pense, une manière là, de la tuer qui vient directement d'un jeu, un jeu que j'ai pas joué souvent, ben que j'ai pas joué techniquement là. Je pense que ça vient de Mortal Kombat 9. En tout cas, c'est pas une manière là, que j'ai vu souvent. C'est sûr qu'il y a tellement de manières là, de tuer les personnages que je les ai pas toutes vues, je pense là, où ça vient peut-être du 10e, je sais pas là, le chapeau qui est à terre comme une scie, puis que finalement elle va se passer la tête au travers là, une fois qu'elle va atterrir. Quand même, le personnage de Nitara, c'est pas un personnage là, que je pense qu'il apparaît juste dans un jeu. C'est un genre de vampire ou quelque chose de même. Puis elle sert juste à faire un peu là, de la menace, tout ça, mais pour rajouter avec Kano, pas Kano, mais Goro, pour voir qu'il y a des personnages qui sont surhumains, là, pareil comme qu'on avait vu Reptile un peu plus tôt. Mais encore une fois, ça pouvait être n'importe qui rendu là. Il y avait pas. C'est juste son apparence, dans le fond, qui fait le personnage. On s'en fout pas mal là, de qui que c'est. Là, j'avais pas parlé là, de Kung Lao, je l'ai juste laissé en illusion. Kung Lao, honnêtement, il est un petit peu exagéré quelque part, mais c'est
encore un autre personnage qui va voler pas mal l'écran quelque part. Il va contraster avec Kano, mais sauf que le problème, c'est que Kung Lao va mourir là, dans cette scène-là. Il va y avoir le personnage de Cole qui va revenir de chez lui. Il va avoir pris un téléporteur, puis il va se rendre au temple, puis finalement, ben, juste pour sauver la vie à Cole, ben, Kung Lao va se pointer, et finalement, il va se faire ramasser par Shang Tsung, et il va se faire tuer. Honnêtement, je trouve que c'est un choix assez choquant. Je veux dire, j'ai été choqué sur le coup. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais ça va aider, dans le fond, au personnage là, de Liu Kang, comme j'ai dit un peu plus tôt. Là, en tout cas, que Liu Kang là, développe là, un genre de maîtrise de soi là, ultime là, dans le prochain mois, dans le prochain 3 semaines, là, jusqu'au tournoi. Comme j'ai dit plus tôt, j'y crois pas vraiment. Mais, tu sais, honnêtement, là, la présence de Kung Lao, tout ça, je pense que, du point de vue du réalisateur, je pense qu'il a fait sa job à quelque part. Il fallait sentir que Kung Lao était le meilleur de toute la gang. Puis, honnêtement, je pense que c'est ça qu'on ressent tout le temps à chaque fois que Kung Lao est là. Mais de se faire tuer, c'est que je m'attendais vraiment pas à ça. Puis je veux dire, je trouve que c'est merveilleux à partir de là. Tu sais, des fois, on peut penser là, que ces films-là sont. Tu t'attends à une certaine affaire, tout ça, mais que là, on tue Kung Lao vite de même. Point de vue histoire, tout ça, tu sais, j'aurais dû voir ça venir, là, quelque part. Tu sais, le maître se fait tuer, comme Obi-Wan Kenobi qui se fait tuer à mi-chemin là, du premier film là, de Star Wars, là, ou l'épisode 4, en tout cas. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Ça reste quand même le premier film de Star Wars, peu importe là, le nom qu'on y place dessus, avant qu'on dise que je connais pas Star Wars. Mais comme j'ai dit aussi plus tôt, ben, le problème c'est que, mettons qu'on va sur l'analogie là, de Star Wars, ben, on n'a pas un Luke Skywalker dans Liu Kang. C'est ça peut-être le gros problème majeur dans ce qu'on nous présente là. Alors, Sonya est pognée sur des débris, puis Jax, il trouve son arcana. Là, dans le fond, ses bras sont tous trop petits là, pour pouvoir prendre le poids des roches, puis finalement, ben, il trouve son arcana, puis il devient avec ses méga sur-bras. Tu sais, dans le fond, là, visuellement, là, ça marchait pas tout le long du film, puis, tu sais, encore une chose là, que je m'étais pas comme cassé la tête la première fois que j'ai écouté le film, je me suis dit, voyons, les bras là, sont ratés comme tout, je comprenais pas. Je me suis dit, bon, ben, juste la question d'Arcana, c'est juste qu'il y a ses bras de métal, tout ça. Mais c'est ça. Et avec son Arcana, ben, ça va être ses bras qui vont être comme rendus super puissants. C'est un petit peu nono, quelque part. Ça aurait dû venir de l'intérieur, tout ça, d'être capable, comme tout le monde. Sonya, plus tard, ben, elle va être capable de lancer des genres de rayons. Liu Kang est capable de faire du feu, tout ça. Puis même Kano qui est capable de lancer des lasers de son œil. Lui, dans le fond, c'est ses bras qui deviennent complets ou quelque chose en même. C'est comme pourquoi ils n'ont pas construit des bras avec des muscles dedans. Là, c'est un petit peu nono. Raiden va prendre nos personnages dans le fond, puis on va se rendre dans un endroit qui s'appelle le vide, qui est comme entre le Outworld et le royaume de la terrestre, le Earth Realm, ou en tout cas peu importe le terme qu'on y met. Puis c'est comme dans le fond le plan de match, ça va être de refaire les combats qu'on vient de voir il y a quelques minutes, mais de prendre nos personnages un à un. Mais c'est ça qu'on avait eu là, justement. Je comprends pas. Cole va arriver et va dire ben ouais, mais ils jouent tout le temps là, déloyalement. Mais dans le fond, même si on avait eu beaucoup de personnages, tout le monde était un sur un pareil. Fait que ça marche pas là, en fait là, de qu'est-ce qu'on nous dit là, mais le plan de match, c'est de refaire qu'est-ce qu'on vient de faire. Dans le fond, c'est juste de les prendre un peu peut-être là qu'ils ne soient pas sur leur garde quelque part, mais on va juste se battre pour se battre. Peut-être que ça fait plus jeu de Mortal Kombat où que dans le fond on va avoir juste des environnements différents, puis on va avoir comme des combats juste à succession, puis comme juste régler tous nos personnages. C'est dans cette scène-là
là où ce qu'on va avoir Kano et Sonya, dans le fond, qui vont se battre encore une fois, puis finalement, ben, Sonya, c'est là qu'elle va avoir son arcana. Pendant ce temps-là, ben, on a Milena qui va se battre contre Cole, puis en bout de ligne, ben, c'est ça. Cole est pas capable là, de battre Milena, fait qu'il faut qu'il y ait Sonya qui arrive pour le sauver. Tu sais, c'est notre personnage techniquement principal du film, puis on l'a pas vu gagner, à part pour le personnage de Goro, qui est quelque chose quand même assez majeur. On s'entend que Monsieur à quatre bras, ça peut être assez quelque chose d'assez difficile à battre. Mais je comprends pas tout à fait là, vraiment le Arcana à Cole. Il devient juste comme un combattant avec une armure. C'est juste ça en bout de ligne. Il peut encaisser des coups. C'est juste que je me dis, encaisser des coups, tout ça, tu sais, il aurait pu le faire là, dans toute sa vie, à quelque part, là, trouver son arcana, tout ça, là, tu sais, en tout cas, c'est juste assez étrange, là, dans le fond, là, que c'est juste à ce moment précis là, qu'il trouve son arcana. Puis, tu sais, même son apparence, là, c'est genre une saute là, de Aquaman, à quelque part, là, tu sais, c'est tout simplement. Mais en tout cas, ça, c'est un petit épilogue là, sur ce que j'ai à dire là, sur l'arcana là, de Cole. Pendant ce temps-là, on a Liu Kang qui va se battre contre Cabal, puis on va avoir un autre Fatality là, qui fait là, qui est quand même assez signature du personnage, où on va avoir comme le dragon dans le fond de Mortal Kombat qui va manger le personnage de Cabal, et on va avoir Jax qui va se rebattre encore contre Rico, mais dans le fond cette fois-là Jax va avoir des bras où il va être capable de supporter les coups, puis va être capable de se battre avec. Puis c'est ça, dans le fond, il va écraser la tête à Rico. Tu sais, dans le fond, on a juste mis des genres de finishers sur nos personnages. Puis, tu sais, pour terminer les personnages, j'aime ça. Dans le fond, on a des finishes là, qui nous balancent tout ça. C'est juste que je trouve que c'est juste un montage qui ne donne pas rien. Là, en fait, combat, tout ça. Tu sais, puis on fait comme nous dire que, bon, ben, les combats qu'on vient de voir il y a quelques minutes, on a juste comme les combats revanche, puis on nous balance ça là, en 3 minutes, tout est terminé. Tu sais, il n'y a pas de menace du tout. Là, on sait qu'ils vont gagner, tout ça. Je sais pas, il y a quelque chose là, qui me laisse sur ma soif là, rendu là. Je me dis, d'un côté, on aurait pu juste comme éliminer là, les personnages un à un tranquillement pendant tout le film, là, tant qu'avoir tous les personnages là, en rafale à la fin. On avait vu des bons combats là, au début du film, puis là ben, on dirait que tout est comme tronqué plus le film avance. Mais en même temps, ben, on laisse de l'espace au fait que Sub-Zero va retrouver là, la famille là, à Cole, pour faire comme un parallèle avec Hanzo au début, ben on sait que Cole il a sa famille, puis Hanzo au début avait sa famille. Ben Sub-Zero a retrouvé la famille à Cole, puis il va les geler sur place, puis en tout cas ça a l'air qu'ils sont pas morts, ils sont juste gelés là. Fait que c'est peut-être une course contre la montre, quelque chose de même. Sub-Zero, tout de suite, au moment précis, tout de suite après, va, après avoir gelé la famille de Cole, va aller retrouver Cole, puis il va y remettre là, un bracelet d'élastique là, que sa fille elle avait, là, dans le fond, pour qu'on comprenne le message là, qui dit que, regarde, j'ai ta famille. Alors, ils vont les deux se ramasser là, dans un endroit ailleurs. Puis, c'est ça, on va avoir comme le combat décisif là, avec Sub-Zero à cet endroit-là, mais on va avoir les deux qui vont se battre ensemble. Puis là, ben, à cause que Cole va utiliser la lance, le bout de lance que Hanzo avait été tué avec au début du film, ben ça va réincarner là, ou faire réapparaître le personnage de Scorpion. Fait qu'on va avoir Scorpion et Cole qui vont se battre contre Sub-Zero. Tu sais, honnêtement, là, la finale de ce film-là va être quand même assez solide comme combat. On a laissé de l'espace, comme j'ai dit. Dans le fond, on a tous nos personnages secondaires vont s'avoir battus ensemble, puis on va avoir
on va s'être débarrassé là, de tous nos personnages, dans le fond, pour laisser juste l'espace là, à notre combat final. Puis, c'est quelque chose là, qui est quand même assez bien. Là. On a un bon combat. Peut-être que c'est l'acteur là, qui fait Scorpion, là, il sait se battre. Je sais pas si c'est lui tout le temps. C'est quand même quelqu'un là, d'assez âgé. Là. Il a genre 58 ans. Pour qu'à 58 ans, on est super vieux puis qu'on peut pas se battre. Il y a des gens là, qui peuvent se battre encore à 70 ans puis sont très solides. Puis je voudrais pas m'affronter contre eux autres. Mais en même temps, on a un Scorpion qui n'est pas comme un peu un allure classique. Là. C'est un genre là, de Scorpion ermite là, qu'on a vers les derniers jeux plus que dans les premiers jeux. Ultimement, ben, on a gardé là, le moment signature là, de Scorpion où il va cracher du feu pour brûler là, son adversaire. Je sais pas si on aurait dû avoir une genre là, de tête de mort. Là. On a comme trouvé un peu entre les deux. Là, c'est quelque chose là, qui est très reconnu là, dans l'univers de Mortal Kombat. Que juste Scorpion retire là, son masque. Puis finalement, il y a comme une tête de mort en dessous pour cracher du feu. C'est ça, on a un peu entre deux. Où ce qui va juste comme un peu sa peau va se former un peu en crâne, mais finalement ben, on va laisser ça juste à ça. Mais en même temps, ben, je pense que dans le film de Mortal Kombat 95, ben, je pense que on avait fait le Scorpion traditionnel, tout ça. Fait que ramener là, Scorpion un peu différemment, puis juste faire une adaptation différente, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Quand on la garde juste en éloigné un peu, là, en se mettant en troisième personne. J'aurais aimé ça, à quelque part, juste que vraiment qu'on ait la tête de mort juste pour l'avoir. Mais c'est ça, j'ai pas de problème là, juste quand je me mets à repenser. Si je veux le voir, ben j'ai juste à mettre là, le film de 95 puis je vais être content sur ce plan-là. Chose que j'ai appris dans le fond avec le podcast quand j'ai écouté le film là, de Batman et Robin de 1997 si je me trompe pas, ben on sait que si mettons tu te fais geler, ben t'as à peu près 12 minutes pour te faire dégeler, sinon tu meurs. Ben, faut croire que tout s'est peut-être passé là, en 12 minutes, puis on est capable de secourir là, la famille à Cole. Il n'y a pas de problème dans le fond là, sa femme puis ou sa blonde et son enfant là, ils vont dégeler puis il n'y a aucun problème avec l'aide de Scorpion. On va savoir que l'âme à Hanzo ben, est libérée puis que dans le fond il va pouvoir mourir en paix, tout ça. Ça laisse peut-être la porte ouverte quand même qu'il peut revenir là, dans un deuxième film, tout ça. On nous ouvre des portes. Le corps de Sub-Zero qui a été brûlé, ben il va être comme il va se transformer en poussière. Comme que tous les corps dans le fond se transforment en poussière. Puis même au début, il y avait Hanzo qui se transformait aussi en genre de poussière ou qui brûlait, tout ça. C'était comme le lien, je sais pas, c'est peut-être le fait là, d'avoir la marque, quelque chose de même, c'est ça que ça fait là. On va avoir un petit dernier face-à-face avec Shang Tsung et Raiden. Dans le fond, on est comme en train de nous placer là, les bases que on va avoir un Mortal Kombat 2. On sait que Shang Tsung, il dit que la prochaine fois, il va pas avoir des combattants à ses côtés. Ben, il va avoir des armées, tout ça. Ça veut dire qu'il va aller chercher encore d'autres personnages, des personnages qu'on va coller des noms, puis tout simplement, puis on va se battre là, contre nos personnages que Raiden va arriver puis il va dire ben il va se trouver une nouvelle liste là, de combattants, tout ça. Je comprends pas pourquoi une nouvelle liste là, à quelque part, ben on a il doit exister à quelque part, tu sais. C'est comme il y a un genre d'application sur son téléphone qu'il met un randomizer, quelque chose de même, puis que les noms sortent, puis si mettons ok ces personnes ont été trouvées, ben on en repère sur le piton puis on en retrouve d'autres personnages. Et ce qu'on va savoir, c'est que dans le fond, si on l'avait pas remarqué comme j'ai fait, puis je suis pas en train de me péter les bretelles du tout, là, mais comme j'ai dit un peu plus tôt, ben ça m'a laissé un petit peu j'ai comme trouvé que la fin était un petit peu plus maussade à quelque part, où ce qu'on va nous montrer le poster là, de Johnny Cage là, qui était là, dans les où ce que Cole se changeait là, tout ça.
on va finir sur un poster de Johnny Cage. On verra pas la face de Johnny Cage parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir un acteur qui va le faire, là, mais nos personnages vont être à la recherche là, de combattants là, pour combattre avec eux autres là, la prochaine fois là, qu'on va croiser Shang Tsung. Mais ça me fait penser un peu pourquoi que on a tous des posters là, de combat. Alentour, là, on envoie une couple là, dans la salle là, où ce qu'on change, ben pourquoi qu'on a un poster de film? C'est sûr que c'est une star d'arts martiaux, là, comme peut-être qu'on pourrait avoir un poster de Jean-Claude Van Damme ou quelque chose de même là, à l'époque, ou je le sais pas. Je reste un petit peu sceptique un peu sur l'idée là, d'avoir un poster de film là, dans une place comme ça. Mais qui sait, peut-être que Johnny Cage s'est déjà battu à cet endroit-là, puis tout ça, puis on le garde quand même là, tout le temps là, comme un peu comme héros de la place. Le film va terminer, va nous laisser là, sur le thème de Mortal Kombat qu'on avait entendu là, dans le premier film. Là. Dans le fond, cette chanson-là, je pense qu'elle avait même été sortie avant le premier film là, de Mortal Kombat, mais elle a été beaucoup popularisée là, avec le film là, de Mortal Kombat. Il y avait une trame sonore qui était sortie comme basée sur le premier jeu. Dans le fond, on avait comme un thème. Puis les mélodies, ça ressemble toutes. Là, je lis cette trame sonore-là. C'est vraiment juste comme tous les personnages là, du premier jeu, puis ont comme une tune thème. Puis la tune thème de Mortal Kombat se trouve dessus. Mais quand on écoute la trame sonore là, de Benjamin Wallfish, que lui, on pouvait avoir entendu là, dernièrement, c'était un collaborateur là, avec Hans Zimmer là, sur mettons, Blade Runner 2049. Il sonne quand même assez Hans Zimmer, là, en fait, son. Là, c'est quelqu'un qui travaille avec. La trame sonore du film, là, a choisi ça là, pour en parler. J'ai pas eu trop de problèmes avec la trame sonore. Je trouve qu'en général, là, elle a aidé à rehausser pas mal là, les ambiances là, des combats et tout ça. Ça a essayé d'aller chercher un petit peu là, des choses qu'on avait là, dans le film de 95. Je pense que la trame sonore variée là, du film de 95, je pense que c'était mieux un peu pour mélanger les choses. Mais en même temps, le film de 95 était un film beaucoup plus visuel, plus stylisé. Aujourd'hui, on a essayé là, d'un peu là, de rabaisser un peu le style puis essayer de concentrer plus sur la qualité. En tout cas, tout reste relatif. Mais le travail de Benjamin Wallfish, il va avoir pris le thème de Mortal Kombat puis il va l'avoir un peu éparpillé là, au travers du film. Là, on l'entend une couple de place, là, juste la petite mélodie. Puis là, à la fin, là, au générique, là, on a sa version à lui, que honnêtement, je trouve très, très, très inférieure à la version de 95. Il y avait même eu un genre de remix là, dans le nouveau film, là, sur la trame sonore du deuxième film là, de 97, que j'avais trouvé inférieur, mais j'avais trouvé quand même correct. Mais cette version-là est à peine écoutable, honnêtement. Là, elle me touche vraiment pas. Là. Je l'ai écouté quelques fois pour me dire, c'est peut-être la première écoute. Mais quand je suis rendu à la 10e écoute, puis elle est vraiment pas, je suis pas capable d'embarquer dedans. Je trouve que vraiment là est très inférieur. Mais en même temps, je pense qu'on voulait quand même garder un genre de lien avec ce qu'on connaît de Mortal Kombat, parce que cette tune-là est très populaire là, au fait là, de même les jeux, tout ça. On l'a embarqué là, dans les promotions là, de plusieurs des jeux, tout ça. C'est quelque chose qui va coller avec Mortal Kombat là, jusqu'à temps qu'on décide là, d'arrêter Mortal Kombat. Mais cette version-là, au générique, il y a quelqu'un à quelque part qui aurait dû arriver puis dire à Benjamin Wallfish, retourne dans ton studio puis nous remixe-nous ça là, d'une autre manière. Mais l'autre côté, je pense qu'on n'est plus en 95 puis il faut pas que ça sonne exactement là, la même chose, ça je le comprends. Mais on aurait pu juste comme quasiment là, la refaire là, pareil, puis juste mettre à jour les sons, quelque chose de même. Je pense que ça aurait été pas mal mieux que qu'est-ce qu'on a là, au final. Alors en conclusion,
Je dirais que la première fois que j'ai terminé le film, là, j'étais vraiment comme vraiment pas décidé là, de qu'est-ce que je pouvais conclure là, sur le film d'aujourd'hui. Je savais pas si je l'aimais, c'était-tu le meilleur, c'était pas le meilleur, tout ça. Puis c'est quelque chose là, que j'ai eu le temps un peu là, de mijoter, tout ça. Puis après ça, je l'ai réécouté là, une journée plus tard. Puis je regarde tout ça, puis honnêtement, je pense pas que c'est la pire chose. Moi, dans les espérances que j'avais là, pour rentrer dans le film, c'est que je voulais que ça soit meilleur que le deuxième film, puis à partir de là, ben, on a déjà fait un exploit. Un exploit, c'était pas dur à battre, mais quelque part, je me suis dit, c'est déjà au moins un jaune si, mettons, on fait meilleur que le film de 1987. Fait que, en partant, ben, on a un jaune minimum. Qu'est-ce qui pourrait aider à faire monter à un vert? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on a des bonnes chorégraphies. On a Kano, que je trouve quand même le fun. On a le mariage là, des pouvoirs, tout ça, puis tu sais, donner l'explication, là, pourquoi que nos personnages là, sont comme des humains, mais avec des pouvoirs, tout ça. Tu sais, puis qu'on a le pouvoir là, qui sont exécutés, tout ça. Tu sais, je trouve ça quand même le fun, tout ça. L'esthétique du film, là, visuellement, tout ça, tout va bien, tout ça. Puis le fait que je m'attendais quand même à voir le premier film, puis qu'on ait juste un peu modifié, qu'on ait mis parce que c'était assez clair là, dans toutes les promotions. J'ai pas vu vraiment de bande-annonce, mais juste dans les promos, puis qu'est-ce que j'avais pu lire un peu, ben, je savais qu'on allait avoir un nouveau personnage avec Cole Young. Ça, je savais en rentrant, fait que je me suis dit, bon, ben, on va avoir un personnage qui va regarder un peu peut-être les autres personnages à troisième personne, tout ça. Un peu qu'est-ce que je m'attendais comme film aujourd'hui. C'est pas exactement ça qu'on a eu, parce qu'on n'a pas eu vraiment de tournoi de Mortal Kombat. On a eu un film dans cet univers-là, mais on s'est arrangé pour pas avoir vraiment de comparaison avec le film de 95. C'est sûr que je n'ai parlé tout le long là, du podcast là, avec des références ou des choses à comparer avec le film de 95. Mais point de vue scénario, on n'a pas essayé là, de refaire le premier jeu techniquement que le film de 95 avait essayé de faire. En même temps, ben, comme film, c'était un peu un genre de remake du film là, d'Opération Dragon, là, un film avec Bruce Lee. Là, c'était genre la même affaire. Là. Mais on n'a aucun signe de ça. Peut-être qu'on va avoir ça là, si on a Mortal Kombat 2, mais pour l'instant, là, si on s'en tient au film d'aujourd'hui, ben, on n'a rien là, vraiment là, qui point de vue scénario qui ressemble au film de 95. C'est ça qu'on a essayé là, de s'éloigner. Dans le film d'aujourd'hui, on voulait pas le film de 95. Pour ce que j'ai dit, ben, c'est une bonne chose. Sauf que le problème, c'est que dans le film de 95, on a des personnages qui sont attachants. On a Johnny Cage, on a Liu Kang qui l'est plus ou moins, puis on a ça, la relation avec Sonya Blade, tout ça. Chose qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui. T'sais, on a Kano que j'aime beaucoup comme personnage, mais on nous l'enlève à mi-chemin du film quand il devient secondaire, puis même en arrière-plan. Une fois qu'il vire de l'autre bord, c'est pas très long, mais quand même, on le perd dans toute la gang par la suite. Puis le Liu Kang d'aujourd'hui, ben, c'est vraiment là, c'est plate à dire, mais je pense que c'est le pire de la gang. Il est pas toxique, mais je sens absolument rien. Pour un personnage qui est quand même un pilier central de la série, je ressens absolument rien pour ce Liu Kang-là. Puis c'est quelque chose là, qui va frapper très fort. Je pense que ultimement, la chose qui va faire que ce film-là réussira pas à monter à un vert, c'est que, étrangement, ben, ce que peut-être que le film de 95 va faire peut-être un petit peu mieux, c'est qu'après un bout, il va juste comme abandonner là, l'idée là, d'essayer de faire un film trop compliqué. Puis le film d'aujourd'hui, ben, essaye de faire un peu trop de complications. Quand, à quelque part, il aurait pu juste un peu miser sur le fun, puis, je veux dire, essayer là, d'arrêter de compliquer les choses, puis les arcanas, tout ça. Je pense que juste avoir nos personnages qui se battent contre les autres les méchants, les bons contre les méchants, ça aurait été une manière assez simple, mais très efficace de faire le film d'aujourd'hui. Là, tu sais, on a un peu ça, mais
on complique un peu tout. Ça me fait penser, dans le fond, on est rendu au film de Mortal Kombat, le jeu de Mortal Kombat 11. Puis, à cette heure, on a un mode histoire, ce qu'on n'avait pas dans les premiers jeux, les premiers, là, genre, c'est à partir je pense, du 5e jeu ou 6e, où ce qu'on commençait à avoir un genre de mode histoire. Là. Je pense que la première fois qu'on l'a, c'est juste écrit. Puis, là, à cette heure, là, on a un jeu total, là, avec des animations, tout ça. Puis, on a une grosse histoire élaborée, mais j'ai pas de problème avec ça. Mais je pense que pour faire un genre de reboot de l'univers, on nous a placé des bases, mais je pense qu'on a un peu trop compliqué. Puis je pense que si on aurait mis ça un petit peu plus simple, puis nous laisser travailler cette histoire plus simple dans les suites. Puis je suis pas en train de dire là, qu'on a quelque chose de super élaboré, mais je trouve que on a un film qui est quand même un peu trop compliqué pour qu'est-ce qu'on a comme matériel, qu'on aurait pu faire un film juste un peu plus simpliste, puis ça aurait été un petit peu moins néfaste pour le film, là. Alors, ultimement, je vais devoir donner un jaune au film d'aujourd'hui, juste pour le fait qu'il manque du fun. C'est juste ça, ultimement. Quand on arrive au final, oui, on a un film qui a de la plus comme le jeu, qui est plus brutal, tout ça, puis on a du sang, puis on a de la violence, puis même on a le langage, tout ça, mais au final, il manque le fun. C'est quelque chose là, qui manque dans le film, puis ultimement, je peux pas endosser un film où il est pas plaisant à écouter. Puis le film de 95, je l'ai pas endossé pleinement, mais quelque part, c'est un film que je suis quand même capable là, d'écouter une fois de temps en temps. C'est un plaisir coupable, là, mais c'est pas un film que je peux endosser pleinement, mais il est plus le fun à écouter que le film d'aujourd'hui. Ce qui va finir au total, que si maintenant je suis pour classer là, les 4 films là, dans la rétrospective, je vais dire que le film là, de l'année passée, qui est un film animé, va rester peut-être là, la meilleure adaptation là, de Mortal Kombat. Mais si vous aimez pas les films animés, reportez-vous au film de 95 qui va être légèrement supérieur au film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui n'est pas un désastre total, mais quelque part, je pense que si on aurait eu juste un petit quelque chose de plus en fait fun, puis un peu plus là, de légèreté, ou un petit peu peut-être moins là, de se prendre au sérieux, on aurait eu un film là, pas mal plus solide. Et bien sûr, la chose que je n'ai pas mentionnée, ça c'est au 4e rang, celui-là, je le conseille vraiment pas. Le réalisateur va avoir mentionné à la suite du film, la sortie, que l'idée, ce serait peut-être de faire une trilogie de films. Là. On a des portes ouvertes pour avoir un deuxième film. Là. On a discuté là, pendant le podcast. Ça, c'est sûr que ça va dépendre là, des retombées financières du film. Le film, comme j'ai dit, il a coûté environ là, 50 millions à produire. Puis pour l'instant, il est sorti là, je pense au Japon là, il y a plusieurs semaines. Fait que il a fait quelque chose comme 25 millions là, rendu à aujourd'hui. Je sais pas, là, au moment d'enregistrer, j'ai pas les chiffres finaux. On s'entend là, que le film vient de sortir. Mais au moment d'enregistrer, dans le fond, j'enregistre le dimanche matin, puis j'ai comme information que le film a fait 42 millions. Fait que, tu sais, il va faire de l'argent ultimement. Mais est-ce que ça va être assez pour faire une suite? C'est sûr que c'est pas tant d'argent que ça. On s'entend là, si la fin de semaine prochaine, puis sur HBO Max, tout ça, il va ultimement arriver à être rentable. Mais à quel degré? Ça, je ne sais pas. Si, mettons, on va vraiment avoir une suite. À mon avis, on va avoir une suite, mais on va devoir là, peut-être trouver là, quelqu'un là, de mieux pour l'écriture. Puis peut-être même un autre réalisateur. C'est sûr que c'est le premier film là, que notre réalisateur fait aujourd'hui. Je ne vous mettrai pas peut-être là, toute la faute sur lui, mais quelque part, il va falloir que il va pouvoir voir ses erreurs d'aujourd'hui, puis peut-être faire une suite, tout ça. D'un côté, j'aimerais ça, avoir le même réalisateur au prochain film. Ça va faire une continuité, puis on va sentir qu'il y a une suite. Mais en même temps, j'aurais pas tout à fait de problème si on a un autre réalisateur.
tant que point de vue scénario, ben, on continue vraiment l'histoire, puis pas parce que c'est un nouveau réalisateur qui va ignorer des choses qui se sont produites aujourd'hui. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Si vous écoutez le podcast en ce moment, c'est que vous m'avez trouvé quelque part, ben à cet endroit-là, ben si vous avez un fournisseur, ben n'hésitez pas là, de juste commenter là, sur le distributeur, puis mettez des étoiles là, quelque part là, pour aider peut-être à l'agrandissement du podcast. Bien sûr, ce qui serait merveilleux, c'est de suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter, puis trouver là, le post du film d'aujourd'hui et de marquer vos commentaires, dans le fond, sur le film. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que je suis trop ref sur qu'est-ce que je dis à la fin, surtout, est-ce que ce film-là est vraiment vide, puis moi, j'ai de l'air à dire qu'il y a quelque chose, mais en tout cas, je reviendrai pas, vous avez juste à revenir en arrière, puis je saurais écouter ce que j'ai dit. Mais, gênez-vous pas de dire votre opinion, là, puis juste discuter quelque part. Toutes les opinions sont valides. Et peut-être même que pour vous, Liu Kang aujourd'hui, c'est le meilleur élément du film. Ça se peut, je veux dire, puis vous êtes pas dans l'erreur, mais en tout cas, je stresse le bon mais. Ce qui s'en vient pour le podcast là, dans les prochaines semaines, ben, on va continuer notre rétrospective des slashers Jason et Freddy. Et bien sûr, ben, on va revenir là, dans l'univers de DC. On va parler là, du Chevalier Noir prochainement. Et éventuellement, ben, on va arriver là, dans l'univers là, de DC là, qu'on connaît aujourd'hui. Tout ça, fait que ça, c'est des choses là, qui s'en viennent là, dans les prochains mois. En fait de sortie, ben, ce qui est vraiment planifié, là, c'est de parler là, du film de Spirale là, dans les prochains, je pense, dans à peu près un mois et demi. On va voir le prochain film là, dans la série Décadence. Pour ceux qui sont nouveaux au podcast, ben, la série Décadence, je l'ai toute couverte là, l'année passée. Fait que vous pouvez retourner en arrière et écouter ça là, en attendant. Puis comme j'ai dit au début du podcast, là, ben, gênez-vous pas là, de vous rendre sur le site officiel du podcast premiervisionnement.com. Mais d'ici le prochain épisode, trouvez votre animalité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.